Vous pouvez transporter 2 millions dans la monnaie locale tout en ayant moins de 170 $ américains. Dès l'instant où vous atterrissez, vous devenez instantanément millionnaire. Mais ce n'est que la première surprise qui vous attend dans ce pays. Situé à côté de l'Afghanistan, une région souvent associée au conflit et à l'incertitude, l'Ouzbékistan défie les attentes dès le premier regard. Pourtant, malgré sa situation géographique, il figure parmi les 5 pays les plus sûrs du monde, devançant à la fois les États-Unis et le Royaume-Uni en matière de sécurité publique et d'ordre social. Bienvenue en Ouzbékistan, une nation où les réalités politiques, économiques et culturelles semblent contredire tout ce que vous pensiez savoir sur cette partie du monde. Numéro 1. Un pays enclavé à l'intérieur d'autres pays enclavés. L'Ouzbékistan est l'un des 2 seuls pays au monde à être véritablement doublement enclavé. Il ne possède aucun littoral et tous les pays qui l'entourent sont eux aussi dépourvus d'accès à la mer. Pour qu'un produit atteigne l'océan, il doit d'abord traverser au moins 2 pays étrangers. Seule la petite nation européenne du Liechtenstein partage cette situation géographique exceptionnelle. Pourtant, ce qui semble aujourd'hui être un inconvénient représentait autrefois un avantage considérable. Avant que les routes maritimes mondiales ne dominent le commerce international, l'Ouzbékistan se trouvait au cœur même de la route de la soie. Des villes légendaires comme Samarcande et Boukhara sont devenues d'importants carrefours commerciaux. Les caravanes voyageant de la Chine jusqu'à la Méditerranée avaient peu d'alternatives et devaient traverser ces villes, apportant avec elles richesse, marchandises et influence. Le pays possède également une autre particularité remarquable. L'Ouzbékistan est le seul État d'Asie centrale à partager une frontière avec tous les autres pays de la région. Plus intéressant encore, les 5 pays voisins ont tous la même terminaison dans leur nom, Stan. Dans l'ancien persan, Stan signifie terre. Mais l'Ouzbékistan porte une signification particulièrement forte, la terre des hommes libres. Sa position profondément continentale influence également son climat. Sans océan à proximité pour modérer les températures, les étés peuvent ressembler à une immense fournaise. Les températures dépassent fréquemment 50 degrés Celsius, créant l'une des scènes les plus étonnantes du quotidien dans le pays. Environ 94% des véhicules circulant sur les routes sont des Chevrolet, et la plupart sont blancs. De nombreux visiteurs pensent qu'il s'agit simplement d'une préférence locale, mais la véritable raison est bien plus pratique. La peinture blanche réfléchit mieux la chaleur que les couleurs sombres, ce qui aide à garder les véhicules plus frais sous l'intense soleil d'Asie centrale. C'est une solution simple face à des températures extrêmes. Mais comment Chevrolet est-elle parvenue à dominer presque toutes les rues d'Ouzbékistan, tandis que les autres marques automobiles mondiales n'ont jamais réellement réussi à s'y imposer? Cette histoire est encore plus surprenante que vous ne l'imaginez. Si cela vous intrigue, écrivez le numéro 1 dans les commentaires ci-dessous. Numéro 2. L'Ouzbékistan repose sur un immense trésor, et cette fois, ce n'est pas seulement une expression. L'Ouzbékistan possède les 4e plus importantes réserves d'or au monde. Au cœur du désert du Kizilkoum se trouve la mine de Muruntau, une gigantesque mine à ciel ouvert qui s'enfonce à plus de 600 mètres dans le sol. Elle est si immense qu'elle est visible depuis l'espace. Chaque année, des dizaines de tonnes d'or sont extraites de ce seul site, ce qui en fait l'un des piliers les plus importants de l'économie nationale. Mais l'or n'est pas la seule richesse précieuse du pays. L'Ouzbékistan est également célèbre pour ce que l'on appelle son or blanc, le coton. À travers de vastes régions rurales, des champs à perte de vue se parent d'un blanc éclatant pendant la saison des récoltes. Le coton représente près d'un 5e des revenus d'exportation du pays et demeure l'une de ses industries les plus importantes. Pour conserver sa place parmi les principaux producteurs mondiaux de coton, l'Ouzbékistan s'est autrefois appuyé sur un système de travail remarquable. Pendant la saison des récoltes, près d'1 million de personnes, y compris des étudiants, des enseignants et même du personnel médical, étaient mobilisées pour récolter le coton et atteindre les objectifs de production. Cependant, cette prospérité s'est accompagnée d'un coût dévastateur. Le coton nécessite d'énormes quantités d'eau. Pour irriguer de vastes plantations dans un environnement aride, les autorités ont détourné le cours de 2 grands fleuves, l'Amou Daria et le Sir Daria. Les conséquences ont été catastrophiques. La mer d'Aral, autrefois le 4e plus grand lac de la planète, a commencé à disparaître. En quelques décennies seulement, environ 90% de son eau avait disparu, transformant cette immense étendue d'eau en un désert salé et stérile parsemé d'épaves rouillées. Des communautés entières vivant de la pêche se sont effondrées avec la disparition de cette industrie. À leur place sont apparues des tempêtes de poussière toxique, transportant du sel et des résidus chimiques à travers la région, provoquant de graves problèmes environnementaux et sanitaires qui persistent encore aujourd'hui. L'or et le coton ont contribué à faire de l'Ouzbékistan une puissance économique en Asie centrale.
Mais la disparition de la mer d'Aral demeure l'une des plus grandes tragédies environnementales de l'époque moderne, une cicatrice durable qui continue encore aujourd'hui de façonner l'histoire du pays. Numéro 3. L'âme de la cuisine ouzbek. En Ouzbékistan, la nourriture n'est pas simplement quelque chose que l'on consomme pour survivre. C'est une tradition, un système de croyances et un ensemble de coutumes sociales qui demeurent profondément respectés dans tout le pays. Le pain, appelé non ou lepioshka, occupe une place particulière dans la culture ouzbèque. Pour de nombreuses personnes, il symbolise la bénédiction, la bonne fortune et la protection spirituelle. C'est pourquoi une règle importante existe dans presque chaque foyer et chaque restaurant. Le pain ne doit jamais être posé à l'envers ni toucher le sol. Beaucoup d'habitants croient qu'il porte des bénédictions divines, et lui manquer de respect est considéré comme un mauvais présage pour la prospérité future d'une famille. Cette tradition reste une composante essentielle de la vie quotidienne. Lorsqu'une personne part pour un long voyage, les membres de sa famille lui demandent souvent de prendre une petite bouchée de pain avant son départ. Le pain restant est soigneusement conservé par les proches, parfois même enterré de manière symbolique. Il rappelle que le voyageur reviendra un jour sain et sauf pour terminer ce qu'il a laissé derrière lui. Le pain de Samarcande est particulièrement réputé. Préparé avec une levure locale unique et cuit à la main dans des fours traditionnels en argile appelés tandoor, il peut rester frais pendant plus d'1 mois sans perdre sa saveur caractéristique. Si le pain constitue la base de la cuisine ouzbèque, alors le plov, également appelé osh, en est incontestablement le roi. L'UNESCO a inscrit le plov au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Mais pour les Ouzbeks, il représente aussi l'hospitalité, l'esprit communautaire et la générosité. Plutôt que d'être cuisiné dans de petites marmites familiales, il est souvent préparé dans d'immenses chaudrons en fonte appelés kazan, suffisamment grands pour nourrir des milliers d'invités lors des mariages et des célébrations. Les maîtres cuisiniers, connus sous le nom d'oshpaz, possèdent à la fois l'expertise technique et la force nécessaire pour travailler à une telle échelle. Une grande préparation peut nécessiter jusqu'à 100 kg d'agneau ou de bœuf et 40 litres d'huile de tournesol. Associé à un riz de qualité supérieure, des carottes jaunes, des oignons et des épices parfumées de zira, ces ingrédients donnent naissance à un plat incomparable. Chaque région possède sa propre version, ajoutant parfois des raisins secs, des pois ou des têtes d'ail entières afin de créer une saveur locale unique. Certaines villes protègent leur recette avec une grande fierté. Ce qui surprend le plus de nombreux visiteurs est le contraste entre la qualité du repas et son prix incroyablement bas. L'Ouzbékistan est une terre d'abondance où une généreuse portion de plov, de salade et de thé vert coûte souvent seulement entre 3 et 4 dollars américains. Il en va de même pour les brochettes de shashlik juteuses tout juste sorties du tandoor, vendues à des prix qui paraissent incroyablement bas selon les standards internationaux. Cette générosité dépasse la taille des portions et se retrouve également dans les célèbres bazars du pays. Dans les marchés traditionnels, les commerçants invitent souvent les clients à goûter des fruits à coque, des confiseries et des épices avant même de demander un paiement. Ici, l'hospitalité est naturelle. Refuser une dégustation offerte peut parfois sembler moins être un refus d'un produit qu'un refus de l'accueil d'un nouvel ami. En Ouzbékistan, l'abondance ne s'accompagne pas de prix élevés. La possibilité de savourer un festin digne de la royauté avec le budget d'un voyageur est l'une des raisons pour lesquelles le pays demeure l'un des grands centres gastronomiques de l'historique route de la soie. Numéro 4. Tachkent. La ville renaissant de ses ruines. Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan, ne ressemble à aucune autre ville d'Asie centrale. C'est un mélange fascinant de la grande ambition soviétique et d'une jeune génération désireuse de se connecter au monde moderne. Pour comprendre la ville d'aujourd'hui, il faut d'abord comprendre l'événement qui l'a transformée pour toujours. Le terrible tremblement de terre de 1966. Aux premières heures du 26 avril, un puissant séisme d'une magnitude proche de 8 sur l'échelle de Richter a frappé sous le centre-ville. En moins d'1 minute, plus de 36 000 bâtiments ont été détruits et environ 300 000 personnes se sont soudainement retrouvées sans logement. Mais ce qui ressemblait à une catastrophe est également devenu une opportunité pour les urbanistes soviétiques. Moscou a lancé un immense projet de reconstruction, transformant Tachkent en une ville soviétique modèle au cœur de l'Asie centrale.
Des architectes venus de toute l'Union soviétique sont arrivés pour redessiner la capitale avec de vastes boulevards, des espaces publics monumentaux et des rangées d'immeubles construits à une échelle rarement observée dans la région. L'un des résultats les plus impressionnants de cette époque est le métro de Tachkent, inauguré en 1977. Il est devenu le premier réseau de métro d'Asie centrale et demeure l'un des plus grands trésors architecturaux de la région. Chaque station a été conçue comme bien plus qu'un simple centre de transport. Elles ont été décorées comme des palais souterrains, tout en étant construites pour servir d'abri nucléaire, capables de protéger les citoyens en cas de crise potentielle durant la guerre froide. L'héritage soviétique dépasse largement le domaine de l'architecture. Plus de 3 décennies après l'indépendance, le russe continue de jouer un rôle majeur dans la vie quotidienne, notamment dans les institutions gouvernementales, les affaires et l'enseignement supérieur. Les panneaux bilingues sont fréquents dans toute la ville et de nombreuses librairies consacrent encore la majeure partie de leurs rayons aux publications en langue russe. Pourtant, la scène la plus inhabituelle dans les rues de Tachkent est peut-être l'écrasante domination de Chevrolet. Près de 94% des voitures en circulation appartiennent à cette marque. Cette situation remonte à une politique gouvernementale introduite en 2008, lorsque l'Ouzbékistan s'est associé à General Motors pour produire des véhicules localement, tout en imposant de lourdes taxes aux concurrents importés. En conséquence, Chevrolet est devenu le choix par défaut de millions de conducteurs. Pour de nombreux habitants, posséder une Chevrolet argentée ou blanche représente bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est souvent perçu comme un signe de sécurité financière et de stabilité. Cependant, la Tachkent de 2026 évolue rapidement. Les grues dominent l'horizon, et d'immenses projets tels que Tashkent City reflètent l'ambition du gouvernement de moderniser la capitale et de dépasser son identité héritée de l'époque soviétique. Dans le même temps, de nouveaux défis sont apparus. Depuis 2022, l'arrivée de nombreux Russes s'installant en Ouzbékistan a accru la demande de logement dans toute la ville. Les loyers dans les quartiers centraux ont fortement augmenté, un appartement modeste coûtant souvent environ $500 américains par mois, soit un montant proche du revenu moyen local. Le résultat est une pression croissante sur les jeunes habitants, dont beaucoup repoussent leur indépendance, partagent un logement avec d'autres personnes ou retournent vivre chez leurs proches. Tours modernes en verre, monuments soviétiques, complexes résidentiels de luxe et jeunes professionnels en difficulté coexistent désormais côte à côte. La Tachkent d'aujourd'hui est un paysage social aux multiples facettes, et si vous ne regardez que les magnifiques stations de métro, vous manquerez l'histoire bien plus complexe qui se déroule à la surface. Numéro 5. L'hospitalité est une règle sacrée. En Ouzbékistan, l'hospitalité n'est pas simplement un choix personnel, c'est une loi non écrite, un héritage culturel façonné par des milliers d'années de tradition. De la place où les invités s'assoient à la manière dont le thé est servi, presque tout suit un ensemble de règles sociales. Et parmi elles, une règle domine toutes les autres. L'invité le plus honoré est toujours installé à l'endroit le plus éloigné de la porte. Pour les étrangers, cela peut sembler insignifiant, mais dans la culture traditionnelle des steppes, cette place était considérée comme l'endroit le plus sûr, le plus chaleureux et le plus prestigieux de la maison. Les personnes assises plus près de l'entrée occupaient généralement un statut inférieur lors du rassemblement ou étaient censées aider au service des invités. Cette coutume remonte à plusieurs siècles et demeurait courante même à l'époque où les déplacements se faisaient à cheval ou en caravane. La personne la plus âgée ou la plus respectée recevait toujours la place d'honneur. Cette hiérarchie n'a pas pour but de diminuer qui que ce soit. Elle reflète plutôt la conviction ouzbèke, selon laquelle l'harmonie sociale naît de la reconnaissance du respect, de l'âge et des responsabilités au sein de la communauté. L'expression la plus fascinante de cette tradition apparaît dans le rituel du thé. Dans de nombreux pays occidentaux, remplir complètement la tasse d'un invité est considéré comme un geste généreux. En Ouzbékistan, cependant, un bol rempli à ras-bord peut avoir la signification inverse. Il peut suggérer avec politesse que la visite devrait bientôt prendre fin. Un hôte qui souhaite sincèrement que son invité reste plus longtemps ne versera qu'une petite quantité de thé dans le bol. Cela lui permet de le remplir à plusieurs reprises, créant davantage d'occasions d'échanger et de montrer son attention. Le fait de servir le thé devient ainsi un symbole de sollicitude
plutôt qu'une simple commodité. Avant de servir le premier bol, de nombreux hôtes accomplissent un autre rituel. Le thé chaud est versé dans le bol, puis reversé dans la théière plusieurs fois. Cela réchauffe le bol et aide à révéler toutes les saveurs du thé. Refuser du thé est généralement considéré comme impoli. Même si vous n'avez pas soif, accepter l'offre et prendre une petite gorgée est perçu comme une marque de respect envers l'hôte et son hospitalité. Cela reflète l'une des plus grandes différences entre les traditions d'hospitalité d'Asie centrale et celles de nombreuses destinations touristiques modernes. Ici, l'hospitalité n'est pas considérée comme un service. Elle est considérée comme une obligation sociale. Le respect se manifeste également dans le langage quotidien. Les Ouzbeks évitent généralement de s'adresser aux inconnus de manière trop familière et utilisent souvent des titres honorifiques pour exprimer leur politesse. Pour les hommes, le suffixe aka, qui signifie grand frère, est couramment ajouté après le prénom. Pour les femmes, opa, qui signifie grande sœur, remplit le même rôle. L'utilisation de ces titres peut instantanément créer un lien plus chaleureux entre les visiteurs et les habitants. Cet esprit de respect se poursuit à la fin du repas à travers un geste appelé « ama ». Les participants lèvent les deux mains et les passent doucement sur leur visage, tout en remerciant Dieu et en exprimant leur gratitude envers l'hôte. Les règles de savoir-vivre entre les sexes suivent des principes similaires. Les poignées de main sont traditionnellement plus courantes entre les hommes. Pour saluer une femme ouzbèque, un geste respectueux consiste à placer la main droite sur la poitrine et à effectuer une légère inclinaison de la tête. Cette coutume n'a pas pour objectif d'exclure qui que ce soit. Elle reflète plutôt une préférence culturelle pour une distance respectueuse et la dignité personnelle dans une société où les valeurs traditionnelles continuent de jouer un rôle important dans la vie quotidienne. Numéro 6. L'héritage de Samarcande. Les éternels dômes bleus. Samarcande est une ville qui existe depuis plus de 25 siècles. Elle compte parmi les plus anciennes villes continuellement habitées du monde. Un musée vivant qui a été témoin de l'ascension et de la chute des empires à travers l'histoire. Son importance provient de sa position stratégique au carrefour de la route de la soie, où civilisation, marchandises et idées se sont rencontrées pendant des siècles. Lorsque Alexandre le Grand s'empara de la ville en 329 avant Jésus-Christ, il aurait déclaré que tout ce qu'il avait entendu au sujet de Maracanda, l'ancien nom de Samarcande, était vrai, sauf qu'elle était encore plus magnifique qu'il ne l'avait imaginé. Samarcande n'était pas simplement une étape pour les caravanes transportant de la soie et des épices. C'était également un centre où le savoir, les religions et les cultures circulaient entre la Chine, l'Inde et le monde méditerranéen. Au cœur de la ville se dresse la place du Régistan, le monument le plus célèbre d'Asie centrale. En persan, Régistan signifie « lieu sablonneux ». Aujourd'hui pourtant, la place resplendit comme une mer éclatante de bleu et d'or. 3 magnifiques médersas, construites entre le XIVe et le XVIIe siècle, entourent l'esplanade et illustrent les plus grandes réalisations de l'architecture timouride. Ces dômes bleus lumineux, ces motifs géométriques et ces mosaïques d'une grande finesse représentent l'apogée de l'artisanat artistique dans la région. Parmi les édifices les plus remarquables figure la médersa Tilakari. Son nom signifie doré, et plus de 30 kg de feuilles d'or ont été utilisées pour décorer son dôme et ses murs intérieurs, reflétant l'immense richesse de l'empire timouride. Le monument demeure le symbole d'une époque où cette région était réputée non seulement pour sa puissance, mais aussi pour son excellence artistique dans l'ensemble du monde islamique. Samarcande a également offert au monde l'un des plus grands esprits scientifiques de l'histoire, Ulugh Beg, le petit-fils de Tamerlan. Contrairement à de nombreux souverains, il se consacra à l'apprentissage et transforma Samarcande en un important centre d'astronomie. Il fit construire un immense observatoire et réalisa un exploit extraordinaire. À l'aide d'instruments fabriqués à la main et de la seule observation à l'œil nu, il cartographia avec précision la position de 1018 étoiles. Plus impressionnant encore, les astronomes européens n'atteindraient un niveau de précision comparable que près de 2 siècles plus tard, grâce au télescope. Son catalogue stellaire devint l'un des travaux scientifiques les plus avancés de son époque et permit à Samarcande d'acquérir une réputation de centre mondial du savoir bien avant l'ère moderne. À travers Samarcande, l'Ouzbékistan démontre que le plus grand héritage d'une nation
ne se construit pas uniquement par la conquête, mais aussi par le commerce, la culture et la quête de la connaissance. Numéro 7. La rencontre entre religion et mode de vie laïque. L'Ouzbékistan remet complètement en question l'idée selon laquelle un pays où 90% de la population est musulmane doit nécessairement avoir des règles sociales strictes et une atmosphère publique très conservatrice. Il présente au contraire une réalité unique où l'un des héritages les plus riches du monde islamique coexiste avec un mode de vie laïque, ouvert et moderne. Au complexe Hazrati Imam de Tashkent, l'Ouzbékistan conserve l'un des trésors les plus importants de l'histoire de l'islam, le Coran d'Othman, largement considéré comme le plus ancien manuscrit du Coran encore existant au monde. Achevé vers l'an 651, soit seulement 19 ans après la mort du prophète Mahomet, ce manuscrit a été rédigé sur de la peau de cerf à l'aide de l'ancienne écriture koufique. Selon la tradition, il porterait encore les traces de sang du troisième calife, Othman, assassiné alors qu'il le lisait. Les analyses modernes au radiocarbone ont confirmé que le manuscrit remonte à la fin du 7e siècle ou au début du 8e siècle, ce qui en fait l'un des artefacts religieux les plus précieux de la planète. Pourtant, si l'Ouzbékistan est très fier de son héritage islamique, il a adopté un modèle social beaucoup plus détendu que ce que beaucoup imaginent. Dans les rues de Tashkent, il est courant de voir de jeunes femmes porter des jupes courtes, des robes d'été ou des vêtements modernes, tout en passant devant des mosquées et des médersas vieilles de plusieurs siècles. Bien que le pays soit très majoritairement musulman, il n'existe aucune règle nationale stricte concernant la tenue vestimentaire dans l'espace public. Cette réalité reflète en grande partie l'influence de la période soviétique, qui a laissé en héritage une approche laïque de la vie publique. Contrairement à de nombreux pays à majorité musulmane, l'Ouzbékistan n'interdit pas l'alcool. La vodka reste largement disponible et, après le coucher du soleil, de nombreux bars, cafés et boîtes de nuit deviennent des lieux de rassemblement animés. Les divertissements modernes et les traditions religieuses coexistent ici d'une manière qui surprend souvent les visiteurs étrangers. La diversité du pays va au-delà du mode de vie et s'étend également au domaine religieux. Dans l'ancienne ville de Boukhara, une communauté juive a vécu aux côtés de ses voisins musulmans pendant plus de 4 siècles. Cette longue coexistence est devenue l'un des exemples les plus remarquables d'harmonie religieuse en Asie centrale. Bien que de nombreux juifs de Boukhara aient émigré vers les États-Unis et Israël après l'effondrement de l'Union soviétique, une communauté plus réduite demeure sur place et continue de préserver sa synagogue historique. À l'intérieur se trouvent des rouleaux de la Torah que l'on pense âgés de plus de 1000 ans. Malgré les offres de riches collectionneurs étrangers proposant des sommes considérables pour les acquérir, la communauté a refusé de les vendre, les considérant comme une partie indissociable de son héritage. La présence continue des Juifs de Boukhara, aux côtés des églises orthodoxes russes et des congrégations protestantes, a contribué à faire de l'Ouzbékistan l'une des sociétés les plus diversifiées sur le plan religieux en Asie centrale. Numéro 8. Le paradoxe de la sécurité et de l'argent. Lorsque de nombreuses personnes entendent le suffixe « stan », elles pensent immédiatement au danger et à l'instabilité. Pendant des années, les médias occidentaux ont encouragé l'idée que les pays de cette région devaient être perçus à travers le même prisme que l'Afghanistan. Pourtant, l'Ouzbékistan raconte une histoire bien différente. Malgré sa proximité avec plusieurs zones géopolitiques sensibles, l'Ouzbékistan figure régulièrement parmi les pays les plus sûrs du monde. Dans des villes comme Tashkent et Boukhara, se promener seul tard dans la nuit est souvent considéré comme tout à fait normal. Ce sentiment de sécurité ne provient pas uniquement de la présence policière, mais aussi d'une culture fondée sur l'honneur de la communauté et le respect des visiteurs. Pour de nombreux Ouzbeks, nuire à un invité ou le tromper est perçu comme une honte qui rejaillit sur toute la famille et le quartier. Cependant, si votre sécurité personnelle semble remarquablement assurée, votre portefeuille doit relever un autre défi. Bienvenue dans le monde du millionnaire par accident. Le système monétaire ouzbek peut être étonnamment déroutant pour les visiteurs qui découvrent le pays pour la première fois. Échangez 100 $ américains contre des sommes ouzbeks et vous recevrez soudainement une énorme liasse de billets. Au taux de change actuel, 100 $ américains correspondent à environ 1 200 000 soms. Les chiffres sont si élevés que même les achats du quotidien peuvent paraître inhabituels.
Il y a quelques années, avant les réformes monétaires qui ont réduit l'influence du marché noir, la situation était encore plus extrême. Les voyageurs avaient parfois besoin de sacs entiers, simplement pour transporter l'argent obtenu après avoir échangé une somme relativement modeste de devises étrangères. Des années d'inflation ont laissé derrière elles des coupures de très forte valeur nominale, transformant les transactions les plus simples en véritables exercices de calcul mental. Même acheter un déjeuner ou payer un taxi pouvait nécessiter de compter des montants qui ressemblaient davantage à des opérations commerciales qu'à des dépenses ordinaires. En Ouzbékistan, devenir millionnaire ne demande que quelques minutes après l'atterrissage. Numéro 9. Un pays musulman qui reste éveillé après la tombée de la nuit. Contrairement à l'image que beaucoup se font des pays à majorité musulmane, souvent perçus comme calmes et conservateurs après le coucher du soleil, l'Ouzbékistan révèle un visage très différent une fois la nuit tombée. À Tachkent, la capitale, les bars, salons et clubs restent animés jusque tard dans la soirée. Certains établissements résonnent de musique entraînante, tandis que d'autres privilégient les boissons et les conversations. L'atmosphère est dynamique et pleine de vie. Les jeunes habitants, les employés de bureau et les étrangers partagent souvent les mêmes lieux, profitant de la musique et de la convivialité bien après minuit. La ville paraît étonnamment moderne, énergique et ouverte, comparée à ce que beaucoup de visiteurs découvrant le pays pour la première fois imaginent. C'est une facette de l'Ouzbékistan rarement montrée dans les médias internationaux. Dans des villes historiques comme Samarcande et Bukhara, la vie nocturne prend une forme différente. Au lieu de grands clubs, l'accent est mis sur les restaurants, les terrasses, les places publiques et les longs dîners en soirée. Au cours d'un repas, l'ambiance peut soudainement se transformer lorsque des danseurs traditionnels montent sur scène. Les costumes colorés, la musique et les performances élégantes transforment le dîner en une véritable expérience culturelle. L'alcool est servi ouvertement dans les bars, les restaurants et de nombreux lieux de divertissement à travers le pays. Cela crée une atmosphère beaucoup plus détendue que ce que beaucoup attendent d'une nation à majorité musulmane. Numéro 10. L'avenir de l'Ouzbékistan. Dérussification et renouveau. Promenez-vous aujourd'hui dans les rues de Tachkent et vous remarquerez quelque chose d'inhabituel. Sur les panneaux publicitaires, les vitrines et les couvertures de livres, les caractères cyrilliques et latins apparaissent souvent côte à côte. L'Ouzbékistan œuvre activement à achever sa transition vers l'alphabet latin dans le cadre d'un effort plus large visant à dépasser son héritage soviétique. Ce n'est pas la première fois que le système d'écriture du pays change. Au cours du siècle dernier, l'écriture ouzbèque est passée de l'alphabet arabe à l'alphabet latin, puis à l'alphabet cyrillique sous la domination soviétique. L'adoption du cyrillique avait pour objectif non seulement de faciliter l'administration, mais aussi de renforcer l'influence de Moscou et d'affaiblir les liens culturels avec le reste du monde islamique. Le retour à l'alphabet latin représente bien davantage qu'une simple réforme linguistique. C'est une déclaration claire indiquant que l'Ouzbékistan souhaite s'engager directement dans le commerce mondial, l'éducation et la technologie selon ses propres conditions. La principale force motrice de cette transformation est la réalité démographique. Plus de 60% de la population a moins de 30 ans. Contrairement aux générations précédentes, ces jeunes Ouzbeks n'ont aucun souvenir personnel de l'Union soviétique. Par conséquent, les priorités évoluent rapidement. Alors que le russe était autrefois considéré comme la langue des opportunités, de nombreux jeunes voient désormais l'anglais comme la clé de la réussite internationale. Dans toute la ville de Tachkent, les écoles de langue, les centres de préparation à l'examen IELTS et les programmes d'éducation internationale continuent de se développer. La capitale devient rapidement l'un des pôles d'apprentissage les plus dynamiques d'Asie centrale. Le russe joue encore un rôle important dans l'administration et les communications officielles. Pourtant, dans les cafés modernes, les espaces de coworking et les jeunes entreprises technologiques, l'anglais devient de plus en plus la langue de l'ambition mondiale. Dans le même temps, le gouvernement investit massivement dans les infrastructures numériques et dans des politiques de visa plus ouvertes, conçues pour attirer les investisseurs étrangers, les entrepreneurs et les travailleurs nomades du numérique. L'Ouzbékistan de 2026 n'est plus seulement une terre de dômes bleus ancestraux et d'histoires liées à la route de la soie. Il est en train de devenir une puissance économique et technologique montante en Asie centrale.
porté par une jeune génération déterminée à façonner son propre avenir.